Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être revenus ou venus, pas encore très nombreux, mais quand même, pour cette troisième session de notre journée d'études sur l'art contemporain syrien. Les deux sessions de cette matinée étaient extrêmement riches, à mon avis. Et si je peux me permettre, je souhaiterais vraiment que les interventions soient diffusées largement. Je ne sais pas par quel moyen, mais enfin soient diffusées largement, au-delà des murs de ce vénérable amphi des Beaux-Arts. Les organisateurs de cette journée m'ont demandé de parler des conditions de la production littéraire en Syrie en ces années, disons durant les années Assad, depuis 1970. Mais mon ami Franck Mermier a abordé le sujet ce matin assez longuement. J'ai quelque chose à ajouter que je le ferai tout à l'heure, mais je préfère qu'on commence par les interventions prévues dans le programme et j'interviendrai à la fin en fonction du temps qui me sera laissé. Je vous présente rapidement les intervenantes. On va commencer par l'intervention de Sana Yazigi, qui est graphiste, qui a fondé et qui dirige la mémoire créative de la révolution syrienne, qui est un site extrêmement riche que je vous invite bien sûr à consulter et qui va nous parler de son travail sur ce site, mais aussi de la valeur artistique et politique de cette masse de documentaires assez impressionnante. Ensuite, je passerai la parole à Cécile Bouex, qui est politologue, qui est maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, qui est l'auteur d'un ouvrage très important sur l'histoire du cinéma syrien, vu sous l'angle de la contestation politique dans un contexte despotique, autoritaire, et qui va nous parler de la désusage de la vidéo en Syrie depuis le déclenchement de la révolution en 2011. Enfin, interviendra Nour Assalia, artiste sculptrice, doctorante en esthétique et en histoire de l'art à Paris 8, et qui va insister sur le travail sur l'art comme expression politique chez deux artistes plasticiens syriens, Tamam Azzam et Abdelkarim Majd Elbik. Bien sûr, si vous voulez connaître plus sur nos intervenantes, ce document est excellent. Il y a des biographies beaucoup plus complètes que ce que je viens de dire. Donc, je passe la parole tout de suite à Madame Yazigi. Merci Farou. Je remercie le collectif des Portes Ouvertes pour cette initiative importante et de m'avoir invité à y participer. Une chose les plus essentielles à mon sens, c'est de continuer à solliciter la curiosité. Une curiosité qui nous mène naturellement à aller plus loin à la recherche des réponses. Tout cela crée un échange bénéfique à nous tous et qui sert à comprendre ce qui se passe sous la surface. Cette surface présentée dans des versions déformées et préfaites, présentées dans les médias. Je crois moi aussi à l'intelligence humaine, à la créativité, à l'imagination, à ces mines de force d'où l'on puise la révolte et l'indignation. Après tout, un des aspects de la révolution, c'est imaginer un changement. Et j'ai envie
de saluer moi aussi nos amis soudanais et algériens pour leur courage vraiment inattendu. Merci. On a souvent pris ce projet, on avait tendance à prendre ce projet comme un projet artistique, des fois musée de la liberté, comme on a mentionné dans un article dans un site pionnier qui s'appelle toujours Syria Untold. Très probablement à cause de son contenu largement visuel. Quant à nous, nous l'avons toujours présenté comme un projet dédié à l'expression libre des Syriens et à la mémoire de cette expression qui reflétait durant les années ce combat pour la justice et le droit humain. Elle inclut évidemment l'expression artistique. L'artiste, pour nous, s'exprime en tant que citoyen, utilisant ces outils pour, 1, se réaliser en tant qu'individu, et 2, comme une voix représentative de tous. Le site recueille à la fois donc l'expression large de tous les Syriens révoltés et celle des artistes, répertoriés dans 22 catégories que vous voyez ici. À noter que nous ne donnons pas à certaines catégories, comme par exemple le graffiti, le nom de l'art de la rue, comme on peut l'appeler ici en France ou ailleurs. Mais nous avons toujours fait en sorte de nommer les différentes expressions en se référant directement aux auteurs et à leurs sources respectives. Notre avis, notre jugement ne rentre pas et ne doit pas rentrer en jeu. Il y a par ailleurs des critères très clairs quand il s'agit de choisir, de collecter et de documenter. Nous documentons donc, nous archivons et nous préservons la mémoire de ce grand mouvement social qui est la Révolution, dans ses aspects civils et pacifiques, en passant par tous ces détails, événements, changements, détériorations, etc. En collectant les traces et les témoignages laissés par ceux qui les ont faits, écrits et dits. On s'est rendu compte récemment que visiter les archives, même avec un moteur de recherche très développé, ici on le trouve, c'est en fait aller chercher l'information soi-même. Donc l'information ne va pas vers nous, nous on doit la chercher. Ce qui pourrait être des fois ennuyant ou sèche. Et c'est pour cela, chaque année, depuis que ce site existe, il existe depuis mai, il a été lancé en mai 2013. Mais le travail a commencé fin 2012. Donc à partir de nos archives, chaque année, nous créons de nouveaux sous-projets qui proposent chacun d'eux de nouvelles lectures de notre réalisation. Je commence par cette carte qu'on a réalisée et qui lit notre archive constituée de milliers de documents avec leur emplacement géographique dans tout le territoire syrien. Environ ou plus que 200 points entre provinces, villes, banlieues, quartiers, rues. Ce qui contredit naturellement le discours du régime qui dément la réalité en niant ce qui s'est passé, hormis Daraa et Homs. Ensuite, on a créé les murs d'Idlib et qu'on l'a lancé avec une archive totale, et c'était la première fois dans notre travail, de pouvoir archiver la totalité de graffitis et de dessins muraux qui ont eu lieu à Saraqib, donc une ville importante de Idlib. On a commencé cette partie de projet en focalisant sur Saraqib
parce que Saraqib a été très connu pour longtemps et pour tous les Syriens comme la ville des graffitis, ce qui est en soi un phénomène social extraordinaire. Ensuite, on a fait un livre qui existe en 3 langues. Les versions anglais et arabes sont sorties avant la version française. Et ce travail nous a pris 3 ans. Et je salue Nahmat Atassi, qui était membre de notre team pour ce livre, qui était un travail très très dur et plein de défis. Mais on a accepté le défi. On fait une révolution, bien évidemment, il faut continuer à briser les défis. Encore une fois, ce livre, il contient 50 récits sur des villes, villages, communes, banlieues, quartiers syriens qui se sont révoltés en 2011. Et comme le titre le montre, ça couvre la période de 2011 à 2015 et qui représente un échantillon de cette histoire qui s'est répétée partout en Syrie à cette période. Et très récemment, le dernier projet, l'annuaire qu'on a appelé Les 1001 noms, dans lequel nous espérons rassembler les noms de tous les auteurs répertoriés sur ce site, qu'il s'agisse d'individus, de groupes, de bandes, d'initiatives, d'organisations, de pages Facebook, des journaux, tous les auteurs. Maintenant, si on revient à l'art, en tant qu'art, je mentionnerai 2 types d'initiatives, une individuelle et une collective, bien évidemment parmi centaines. Donc, il est toujours difficile de choisir, mais à chaque fois, c'est une occasion de parler d'une de ces initiatives. L'art dans la Révolution, à mon avis, s'est transformé d'un art élitiste à un art populaire, d'une expression abstraite, loin de la portée de tous, à un art porte-parole de tous. Son nouveau rapport étroit avec la chose publique lui a valu sa renommée et a influencé un large public, mais aussi a eu une notoriété assez importante par rapport au régime. Cette question d'élite, on peut aussi la mettre autrement et dire comment l'art, dans son engagement, a mis la lumière sur l'urgente responsabilité des élites envers la chose publique et l'impact que cela engendre dans la société face au pouvoir politique. Je reprends aussi, comme Alma l'a fait, l'exemple de Ali Farzad comme position. Là, malheureusement, l'arabe est mal affiché, mais dans ce paragraphe-là, un article écrit en arabe par Nidal Ayoub, très tôt en 2011, il décrit et il mentionne les auteurs d'une page très célèbre qui s'appelle « Le peuple syrien connaît son chemin », les dynamismes qu'ils ont pris pour passer à l'expression artistique, alors qu'ils sont eux-mêmes ne sont pas artistes, mais comment ils ont commencé à réfléchir, à mettre leurs phrases, leurs messages d'une façon plus jolie. C'est comme ça qu'ils le disent en tout cas, pas moi. Ali Farzad, encore une fois, le célèbre caricaturiste, qui était l'ami de Bachar, comme on le connaît tous, avant la Révolution, et qui, en prenant cette position claire contre lui, a eu un impact énorme. Il fallait vraiment être en Syrie sur place pour voir le nombre de visiteurs qui se sont rendus chez lui après cette agression. L'art, donc, a joué. Là, hier, j'ai fait une toute petite recherche sur cette agression-là et j'ai vu un nombre d'œuvres de caricatures qui parlaient de cette agression, des caricaturistes du monde entier et dans plusieurs langues. C'est remarquable. Donc l'art a joué un rôle dans la représentation de la voix rebelle,
dans un pays où toute représentation libre est strictement interdite, comme beaucoup de nos collègues l'a déjà mentionné. Et c'est précisément pour ça, et cela, qui a mis l'art et les artistes sous menace. Et comme déjà mentionné par mes collègues, nous savons tous, là vous vous rendez compte aussi, combien d'artistes ont été arrêtés ou poursuivis et d'autres forcés de se taire, notamment ceux qui vivent à l'intérieur, à la Syrie, à cause de leur engagement à travers leur production artistique. Malheureusement pour nous et pour lui, l'artiste Akram Ruslan, moins connu que les autres, lui a été malheureusement détenu et tué. Dans ce festival-là, alors qu'il était encore en prison et qu'on ne connaît pas encore son sort, on a fait une sorte de pétition appelant à la libération de Akram Ruslan. Maintenant, par rapport aux initiatives collectives, qui sont en majorité anonymes, je choisis une parmi d'autres que je trouve très pertinente. Je vois dans cette initiative une réflexion intellectuelle et un outil ordinaire, un sarcasme à la portée de tous. Écrire sur un bout de papier des proverbes, des paroles ordinaires, populaires et même des fois vulgaires. Dans d'autres fois, des phrases tirées des chansons icônes. Tous ancrés à leur tour dans la conscience collective. Et les mettre en calligraphie, moi-même j'appelais ça une calligraphie, pour commenter d'une manière systématique les événements politiques. Le choix déjà du nom, Shi'arat Rasikhat, slogan ancré, qui nous renvoie automatiquement, et encore une fois au parti basse, étant le seul à avoir des slogans bien ancrés, mais à force d'être répétés dans nos oreilles depuis notre jeune enfance. Cette appellation, utilisée ici pour aller au contre-discours portant des mots et des phrases protestataires. 4 phrases ici dans ce carton qui sont super symboliques. Le titre, donc le titre de l'initiative, Shi'arat Rasikhat, nous n'oublierons pas. L'événement donc en cause, en question, et un commentaire en bas. Joyeuse révolution à tous. Même le langage écrit est un langage mélangeant l'anglais parlé en arabe avec l'arabe, comme peuvent le dire beaucoup de jeunes Syriens de nos jours. Cette page a été tellement célèbre qu'elle a dépassé les frontières et qu'elle a été louée au mouvement libanais Al-Hirak, connu pour « Talat rihatkoun », vous puez. Et cela dans une déclaration claire des auteurs de cette page. Et même ils disent on va renouveler tant qu'ils continuent. Je pense, comme beaucoup d'autres, que l'art ne peut pas apporter le changement politique ou social. Cependant, il influe et fait émouvoir. Mais pour le faire, il faut qu'il ait un sens et qu'il soit libre. L'art marque les esprits, archive, constitue une mémoire et porte un message s'il rappelle la légitimité d'une cause et s'il se tient sans réserve aux côtés des opprimés. Je mentionne ici les paroles de Madame la ministre de la Défense française, Florence Parly, lorsque Najah Al-Buqa'i a publié dans le journal La Libération cet été ses dessins, témoignages des tortures qu'il a subies, comme beaucoup d'autres. Elle dit dans son tweet « La force de ce témoignage bouleversant ne peut pas que résonner dans la mémoire de l'Europe. Elle se passe
de tout commentaire. Et je conclus avec une phrase dite par un artiste connu qui n'a pas souhaité afficher son nom et une petite bande-annonce d'un futur film. L'artiste me dit un jour, autour d'un café, « Notre action politique, nous les artistes, se fait par nécessité et non pas par choix. Nous ne sommes pas des politiciens, mais nous nous mêlons de politique parce que notre cause est essentiellement politique. Le jour où la situation de notre pays se normalise, nous abandonnerons la politique aux politiciens. Nous nous contenterons de la suivre en tant que citoyens, chacun dans son domaine de travail. أنا عطيتك روحي يلا اضحكيلي بدانا يابا يلا اضحكيلي بدانا. Merci pour votre attention. Merci Sana, et je passe la parole à Cécile. Alors, je remercie d'abord les organisatrices de m'avoir invitée. Je suis très heureuse et à la fois aussi très émue d'être ici parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu plein de gens et vraiment, voilà, ça fait quelque chose et c'est important. Alors moi, je vais revenir aux premières années de la Révolution, entre 2011 et 2013. Un moment qui correspond à une réelle effervescence de l'expression protestataire, moment aussi où les Syriens sont encore maîtres du jeu, ce qui va être de moins en moins le cas par la suite, où on va assister à un véritable phénomène de dépossession de la révolte qui s'est déployé sur plusieurs terrains, des possessions sur le plan militaire, politique évidemment, mais aussi des possessions qui a eu lieu sur le terrain des médias et aussi sur le terrain de certaines ONG, qui ont de plus en plus imposé leurs critères, leur vocabulaire et leur interprétation des événements. Et cette dépossession, elle s'observe aussi à travers les images filmées par les Syriens, qui ont joué un rôle très important dans cette révolution, puisque dès les premières manifestations, de nombreux participants filment avec leur téléphone portable ou avec de petites caméras pour témoigner de l'ampleur de la mobilisation et de la brutalité de sa répression dans un contexte où, évidemment, il y a un total block-out des médiatiques. Mais la vidéo n'est pas seulement un support d'information, elle devient aussi un outil de coordination du mouvement et un vecteur d'action protestataire particulièrement créative. Et au début, donc, ces images s'inscrivaient dans le prolongement d'un engagement dans la révolte. Elles étaient profondément incarnées, elles étaient profondément aussi localisées. Mais très vite, elles ont été encadrées, formatées, au nom de l'efficacité et aussi de l'authenticité. Il faut savoir que ces images étaient systématiquement remises en doute. Et les activistes de l'image sur le terrain sont de plus en plus devenus des espèces de sous-traitants pour les médias ou pour divers experts, pour des groupes armés aussi. Et donc, cette mise au pas des images a peu à peu engendré une invisibilisation de la révolte, des acteurs et de leurs paroles. Donc, je souhaite revenir à une période qui se caractérise au contraire par une ultra-visibilité, où la visibilité était à la fois un enjeu de publicisation de la révolte, mais aussi une manière de s'engager dans cette révolte, de l'expérimenter et de la vivre. Et dans ce moment extrêmement intense, j'aimerais évoquer le décloisonnement entre le monde de l'art et celui de la protestation, entre les artistes, ou en tout cas une certaine partie d'entre eux, qui sont maintenant pour la plupart en exil, et les manifestants.
Et cette porosité entre le monde de l'art et la protestation a engendré de nouvelles formes d'action et d'expression politique. Avant la révolte, on en a déjà beaucoup parlé, les artistes et les intellectuels, en tout cas certains d'entre eux, avaient presque le monopole sur l'expression contestataire, une expression qui était encadrée par le régime autoritaire et ses institutions, et qui ne s'exprimait jamais de manière frontale. Avec la Révolution, c'est toute une grammaire de la contestation qui s'est inventée dans la rue, mais aussi dans des espaces privés, comme on le verra. Alors, certains artistes ont participé à cette effervescence protestataire en inventant de nouveaux modes d'action, subreptices et créatifs, dont l'objectif était de faire surgir la révolte au cœur même d'espaces très contrôlés ou d'espaces symboliques, rattachés au pouvoir. Et il s'agissait de créer des disruptions et de provoquer le régime. Je pense par exemple à la diffusion de chants révolutionnaires ou de sons de manifestation sur les toits de la capitale ou dans des bâtiments officiels à Damas, comme ici, au ministère des Finances. Voilà. Donc là, il s'agit d'une capture d'écran, d'une vidéo qui dure 7 minutes et qui montre l'entrée dans ce bâtiment officiel et aussi les réactions des gens. Et donc, un premier haut-parleur était caché derrière la statue de Hafez el-Assad. Il y a eu un petit moment de panique. Il y a quelqu'un de la sécurité du bâtiment qui vient enlever le haut-parleur. Et puis, 30 secondes après, il y a une autre chanson qui se déclenche. Et voilà, c'est un grand moment de confusion. Donc, toutes ces actions anonymes et clandestines sont bien évidemment filmées et mises en ligne sur YouTube pour leur donner une visibilité et aussi pour laisser une trace. Un autre type d'action auquel des artistes ont participé, c'est le lâcher de balles de ping-pong avec des slogans révolutionnaires. C'est un mode d'action qui s'est diffusé ensuite dans toute la Syrie. Et sur YouTube, encore aujourd'hui, on trouve des dizaines de vidéos avec le titre « Les balles de la liberté », « Kurat al-Hurriye », qui est devenu vraiment un mode d'action spécifique. Et la vidéo et Internet ont favorisé donc des emprunts aussi et la diffusion de ce genre d'action. Par exemple, ici, à l'Attaquié, en 2011, ou alors encore à Damas, en 2012. Là, on est à Muhajirin, donc un quartier en hauteur, donc les balles peuvent descendre les escaliers. Et ces pratiques vont s'articuler aussi à des topographies et à des lieux, évidemment, bien choisis, comme ici à Hama, avec ce lancer, bon là il s'agit de ballons aux couleurs du drapeau de la Révolution, dans le fleuve de l'Oronte. Et Hama, évidemment, est une ville particulière dans l'esprit en Syrie, puisque Hama était aussi la ville martyre d'un massacre qui a eu lieu en 82 et perpétré par Assad père. Alors, des artistes ont aussi probablement contribué à une autre forme protestataire exclusivement féminine, qui est le sit-in à domicile, qui s'appelle en arabe I'tisam Manzili. Cette pratique protestataire s'est surtout développée au départ dans les grandes villes, où il était très compliqué en fait, de manifester à cause du déploiement des forces de sécurité. À Damas, on a eu au début des manifestations dans la mosquée des Omeyyades, mais aussi on avait plutôt des flash mobs dans la rue. C'était vraiment impossible de faire un rassemblement qui durait, puisque immédiatement les forces de sécurité embarquaient tout le monde ou prenaient des photos et fichaient les gens. Alors je vais vous montrer. Donc ça, c'est l'un des premiers sit-ins qui a été organisé à Damas le 30 mai 2011. Et ce sit-in a été filmé par un cinéaste. Et il y a aussi une comédienne connue qui y participe. Et ce sit-in a sans doute servi de modèle, en fait, pour les autres qui sont venus par la suite et qui n'ont pas forcément été faits par des artistes.
Et donc ici, on voit bien qu'il y a une scénographie en fait, qui est très travaillée, avec des slogans, avec des images. Ces femmes vont chanter aussi l'hymne national syrien. Et à la fin de la vidéo, elles vont s'écarter pour laisser voir un écran de télévision où on va voir la télévision, la chaîne syrienne nationale, qui diffuse, alors que le pays est en ébullition, qui est en train de diffuser les résultats de la loterie. Comme pour dire, bon voilà, notre information ne documente absolument pas ce qui est en train de se passer. Donc ce mode d'action protestataire, c'est vraiment diffusé dans toute la Syrie, comme ici à Salamiyeh. Donc c'est une vidéo qui date de 2013, et à Salamiyeh est la ville en fait, où il y a eu le plus de sit-ins. Et ce mode d'action pacifiste va perdurer jusqu'en 2016, c'est-à-dire au plus fort de la guerre, où il y a les groupes djihadistes, etc. Mais ces femmes continuent en fait, à organiser cette forme d'action, et rien que pour la ville de Salamiyeh, on a à peu près plus d'une cinquantaine de vidéos de sit-in. Donc généralement, le sit-in vont réunir une dizaine de participantes. Le sit-in a lieu dans un salon dont l'espace, le décor va être réaménagé pour l'occasion. On va trouver des drapeaux de la Révolution, des banderoles, des portraits de martyrs qui vont transformer l'espace domestique en une sorte d'espace intermédiaire entre la rue et le salon. Et le salon devient véritablement une scène où la performance occupe une place centrale, comme la lecture à voix haute de déclarations qui vont condamner les exactions du régime ou qui vont exprimer une solidarité avec des manifestants ou des combattants de l'armée libre. Les chants occupent aussi une place très importante. Et les corps aussi vont parler. Les corps sont porteurs de messages ici, parce que même si les identités personnelles sont cachées, pour des raisons de sécurité évidentes, des identités collectives en fait, vont être revendiquées. Celle des femmes, tout d'abord, mais aussi dans les diverses manières d'afficher sa féminité par le vêtement. Il s'agit de revendiquer une diversité d'appartenances communautaires et de sensibilités religieuses pour contrer le discours du régime qui assimile les acteurs de la révolte à des terroristes islamistes. Certains artistes ont donc accompagné le mouvement de révolte en mettant leurs compétences à son service. Et donc, dans le moment révolutionnaire, les frontières des mondes de l'art ont été un petit peu dissoutes dans l'événement. Et le réel devient un lieu d'expression, un lieu d'expérimentation. Je me rappelle, en 2011, j'étais à Damas, et un ami comédien qui avait participé à une manifestation me disait qu'il ne se voyait pas du tout faire du théâtre pour et pendant la Révolution, parce qu'il me disait, mais en fait, nous, on n'a rien à dire, tout ce qui se passe, c'est dans la rue. Donc la rue était vraiment devenue une scène. Donc les gens ordinaires ont investi cette scène de différentes manières, d'abord dans les manifestations, dans les rassemblements, qui ont été aussi rapidement façonnés par leur mise en image, et selon les endroits, et en fonction évidemment de la présence plus ou moins importante des forces de sécurité, on va assister à l'émergence de véritables dramaturgies protestataires très locales et très diverses. Et ces dramaturgies de l'action collective, elles vont mobiliser des usages stratégiques des corps, de l'espace et des émotions. À Binish, par exemple, dans la province de Idlib, en 2012, c'est une troupe de théâtre amateur qui va prendre en charge l'organisation des manifestations et qui va, comme cette fresque humaine, par exemple. Donc là, on a une coordination très rodée, en fait, entre les preneurs d'images situés à un endroit stratégique et la fresque en bas. Il s'agit vraiment de faire corps et de faire image. Et ce groupe de comédiens amateurs a également imaginé une performance lors d'un rassemblement autour d'un puzzle géant où chaque partie en fait, de ce puzzle rappelle un massacre perpétré par le régime dans une ville. Donc on a Hama, Hawla, Al-Qasr, etc. Donc grâce à la vidéo, on a vu émerger une culture protestataire particulièrement riche, axée sur des performances qui mettent en scène de manière ludique et festive les revendications et les identités des collectifs en révolte. Et donc, à ce moment-là, la rue devient vraiment un espace de jeu, un espace d'expérimentation, et les performances qui y ont cours permettent d'explorer en fait la liberté de parole et le collectif.
finalement, la performance, elle va aussi rendre tangible la révolution. Elle va permettre de l'éprouver en se réappropriant l'espace public, en modifiant les usages ordinaires et aussi l'apparence. Et il est clair qu'après 40 années de mutisme, on assiste à une réappropriation presque euphorique de la rue, qui passe pas seulement par des manifestations, mais aussi par des performances protestataires plus individualisées. Par exemple, en juillet 2012, c'est les élections parlementaires en Syrie. Et ces élections, elles vont donner lieu à un véritable festival de parodie de ce vote, qui est évidemment considéré par les protestataires comme une mascarade, avec des centaines de performances filmées dans tout le pays, comme ici à Hama, où on voit des gens qui organisent un vote en fait en marchant sur des effigies taguées au pochoir de Bachar el-Assad. Et en fait, bon, là on ne le voit pas, mais ces effigies en fait forment le mot « piétiner » ici. Et on a aussi un portrait derrière là avec le visage complètement supprimé. Dans d'autres vidéos, toujours pendant les élections parlementaires de 2012, des gens vont mettre des détritus ou des tongs dans des boîtes, dans des urnes, qui sont posées sur des poubelles ou sur des ânes. D'autres, comme à Deraya, dans un registre plus tragique, là, vont choisir leur propre candidat et glisser dans une urne le nom de martyrs ou leur photo, martyrs victimes de la répression. Et donc, ces performances sont aussi évidemment des actes de défiance et de provocation vis-à-vis du régime. Et il me semble aussi que cette mise en scène permette de conjurer aussi la peur et la mort qui est évidemment omniprésente. Voilà, malgré le caractère bon enfant en fait de ces actions, les gens vivent dans une violence permanente. C'est ça aussi qui est très fort et c'est ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit quand on regarde en fait et quand on analyse ce type d'action. Et d'ailleurs aussi, dans ce rapport en fait permanent à la mort, certains cimetières sont devenus des lieux de performance, comme dans cette manifestation qui a été tournée en fait dans le cimetière des martyrs de Deir ez-Zor le 22 juillet 2011, où les morts demandent la chute du régime. Et évidemment, les gens qui sont déguisés comme ça sont morts de rire. Et c'est une vidéo assez incroyable. Donc on le voit bien dans cette vidéo, qui est particulièrement transgressive. Un cimetière, c'est pas un lieu anodin. La transformation de la rue en scène pendant les premières années de la Révolution correspond à une subversion de l'espace quotidien qu'il faut occuper, qui est transfiguré aussi pour donner corps à la révolte, pour l'éprouver, pour se persuader en fait et persuader les autres de sa réalité. Et l'enjeu de visibilité est d'autant plus crucial que le régime nie cette révolte. Et cette transfiguration du quotidien, elle recouvre une diversité de performances, d'objets, d'émotions et d'imaginaires dont l'ampleur et la richesse restent encore largement à explorer. Alors la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous reste en fait de tout ça ? Il nous reste des images, des sons qui sont disséminés sur YouTube. Sur YouTube, qui n'est pas un site d'archives, où les vidéos disparaissent du jour au lendemain. Et ces images et ces sons sont aussi enfouis sous d'autres images. Et donc, ces images, déjà, au moment de leur mise en ligne, étaient presque invisibles, parce que ce n'est pas du tout des images standards, formatées. Là, on n'est pas du tout dans un régime de viralité. Certaines ont tourné, mais beaucoup ont très, très, très peu de vues. Ces images, en plus, aujourd'hui, elles nous paraissent presque irréelles, au regard de l'évolution du conflit, de la violence et des considérations géopolitiques qui ont complètement rejeté les Syriens hors champ. Et donc, il est important de les sauvegarder pour faire vivre cette mémoire de la révolte. Et c'est d'ailleurs ce à quoi s'emploie Sana avec Syrian Creative Memory. Et la question aujourd'hui, c'est aussi celle du rôle des artistes, qui, je pense, est devenu très important, presque écrasant, dans la mesure où ils sont les seuls à pouvoir rouvrir des scènes, des espaces d'expression, des imaginaires, dans un contexte où beaucoup de ceux qui ont participé à la Révolution n'ont plus prise sur leur propre existence.
Et aujourd'hui, la rue et les images ont été désertées, elles se sont dépeuplées à force de violence. Et dans ce contexte douloureux où les lieux de la parole se sont rétractés, voilà, d'autres lieux sont à créer, à habiter, pour tisser des liens avec les temps et les lieux de la révolte et de la guerre. Et maintenant, les artistes sont vraiment en première ligne. Voilà, je vous remercie. Merci. Noura Salia. Je voudrais d'abord m'excuser pour mon français, comme je commence toujours. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer des différentes techniques d'expression de deux artistes syriens dont les œuvres présentent des exemples de la réalité syrienne. Mais dans un premier temps, je vais vous parler du contexte dans lequel les artistes syriens ont été éduqués, de l'école primaire à l'école des beaux-arts, à travers un film de réalisateur Omar Amir Ellai et de la question de modèle nu aux Beaux-Arts de Damas, afin d'entrevoir les difficultés pour s'exprimer face à une idéologie qui est enseignée depuis l'enfance. Le film de Omar Amir Ellai, Toufan fi Bilad al-Ba'th, Le déluge au pays de Ba'th, réalisé en 2003, est une représentation symbolique de la Syrie sous le pouvoir de Hafez al-Assad. Le réalisateur a filmé le village de Al-Mashi, au nord du pays, et l'école de village pour en dénoncer l'aliénation idéologique dans la vie des Syriens qui commence dès petits. Le film démontre les différentes formes de la censure dans l'école de village. Elle est présente dans l'école, dans tout l'enseignement. Les formes de pouvoir se manifestent aussi à travers une architecture répressive. Avec ce film, on entrevoit le contexte national où grandissaient les artistes. À Damas, l'école des beaux-arts a été créée en 1960 et est restée unique jusqu'en 2006, où on a ouvert une autre à Alep, puis à Al-Soueda en 2008. En France, on me pose souvent la question « Est-ce que vous dessinez des modèles du nu ?» En effet, l'étude anatomique du corps humain, le modèle vivant, est une nécessité pour le service de l'expression artistique. À l'école de beaux-arts de Damas, jusqu'à la fin des années 70 et début des années 80, il y avait des cours académiques d'un modèle humain nu, femme ou homme. Depuis a disparu suite à la volonté des enseignants à l'époque, sans ordre officiel. C'est pourquoi on n'a pas de date précise de cette disparition. Ce fait a une profondeur sociale qu'on lie très souvent à l'islam. Mais il ne faut pas oublier que seul le ministre d'Enseignement supérieur était censé prendre une telle décision et que celui-là n'a même pas réagi contre la disparition de cet élément pédagogique indispensable. Or, il ne faut pas oublier le massacre de la ville de Hama en 1984, c'est un paradoxe, où, sous l'ordre de Rafat al-Assad et sous prétexte d'abattre des terroristes islamiques. Même si le nu académique a disparu, les étudiants se dessinaient entre eux, mais c'était très difficile d'exposer ces dessins. De même, la bibliothèque de l'école de beaux-arts était pauvre des livres. Et l'accès Internet était aussi difficile, un accès coûteux et contrôlé. Ainsi qu'on a vu la force de l'idéologie de pouvoir dans des institutions comme l'école primaire de la ville de Al-Mashi et l'école de beaux-arts,
Je vais maintenant vous parler des différentes façons de résister à travers le prisme de deux artistes. Au cours de 2 dernières décennies, l'art syrien a illustré l'étape transitoire que connaissait l'histoire du pays. Déjà avant la Révolution, les artistes syriens tentaient de surmonter le mouvement de récession artistique lié aux conditions politiques et sociales et d'exprimer leurs préoccupations. Mais encore plus, le déclenchement de la Révolution en 2011 et la violence de la machine de guerre ont mis à l'épreuve leur identité et leur appartenance nationale et bousculé de leur démarche artistique. En effet, les artistes ont été touchés comme les autres citoyens. Ils se sont fait l'écho des événements en représentant l'atrocité de réel. Beaucoup d'œuvres sont consacrées à la guerre, à l'arme, à la mort, au corps fragmenté et à la destruction. À l'exception de quelques recherches artistiques, l'art syrien, d'après la Révolution, exprime un acte de résistance. En effet, à l'ère de la violence, il ne s'agit plus de faire de l'art pour l'art. Désormais, l'art se fait porte-parole du peuple et pose la question de récepteur. Sous ces conditions, l'œuvre n'est plus simplement formelle. Elle interroge non seulement l'esthétique, mais aussi la sociologie, la politique, l'anthropologie. J'avais oublié de montrer les... Ça, ce sont des captures d'écran de films de Omar Amir Lai. Je suis désolée, Et ça, c'est un lycée où j'étais, moi, quand j'étais en Syrie. Pour transmettre leur message, les artistes syriens utilisent aujourd'hui tous les médias, les installations, photomontages, le dessin numérique, la vidéo, etc. Les réseaux sociaux et les smartphones font partie des moyens qui leur permettaient de diffuser leur travail. Ainsi, on peut dire que l'art syrien porte des messages pour témoigner contre l'oubli. Ces messages ne passent plus par les médias classiques. L'autre raison pour laquelle certains artistes syriens se sont dirigés vers des nouveaux médias est la perte de leur espace de travail suite à l'obligation de quitter le pays. Par ailleurs, on constate que chez certains artistes restés fidèles aux techniques classiques, le bouleversement de leur approche artistique s'est plutôt porté sur la thématique. Maintenant, on va regarder la pratique de deux artistes, cette pratique qui est représentative de ce phénomène de porte-parole. L'artiste Tamam Azzam, né en 1980, a quitté la Syrie en 2012. Il a porté aussitôt un grand intérêt aux lieux détruits par la guerre. Il a produit plusieurs séries d'œuvres, dont Syrian Revolution Places, commencé en 2012, et Syrian Museum en 2013. Dans la première série, l'artiste peintre à l'origine conçoit des œuvres numériques de graphisme de l'affiche. Il les poste fréquemment sur une page Facebook dans l'idée de restaurer la mémoire des villes endommagées. À chaque événement destructeur, il a réalisé un poster comportant un signe distinctif permettant d'identifier la ville. Par exemple, l'abricot de Al-Mleha, les sons de blé de Al-Mu'addamiyya et les tissus brodés traditionnels de Mukhayyam al-Yarmouk. Pour lutter davantage contre l'oubli, des textes expliquant l'étymologie du nom de la ville ont accompagné l'image de poster. Syrian Museum est une série de photomontages où il met
l'informatique au service de son expérience picturale. On reconnaît immédiatement La Nuit étoilée de Vincent van Gogh, La Joconde de Léonard de Vinci ou Les femmes de Tahiti de Paul Gauguin. L'une des œuvres les plus marquantes emprunte la scène représentée au tableau Les 3 mai de Francisco de Goya, réalisé en 1814, qui dépeint l'exécution des rebelles espagnols le 3 mai 1808, jour qui désigne le soulèvement du peuple contre l'occupation du pays par Napoléon Bonaparte. Tamam Azam explique au sujet de cette œuvre en disant « En voyant le tableau de Goya, j'ai vu cette scène dans tous les quartiers syriens, une scène récurrente liée à l'absence de valeurs humaines. » Un autre photomontage de la série Syrian Museum montre la Joconde devant des ruines. Ce montage évoque un paradoxe entre un passé qui appartient à une époque de prospérité et un présent chaotique. Toutes les œuvres de cette série évoquent la question du temps. Ces tableaux numériques de Tamam Azam, en raison de leur puissance expressive et du message qu'elles portent, ont été largement diffusés dans les réseaux sociaux. Malgré un message politique clair, Tamam précise qu'il est plus occupé par la construction de l'œuvre que par le message, car celui-ci dépend de la réception de l'œuvre par le spectateur et de la manière dont il la comprend. Dans son projet, lancé en 2014, Démocratie reportée, Abdelkarim Majdalbek interroge la question de vote, question politique importante. Ce projet comportait des peintures, photographies et sculptures-installations. Les œuvres se concentrent sur l'empreinte digitale avec laquelle on procède au vote en Syrie. Pour Abdelkarim Majdalbek, Démocratie reportée exprime son point de vue sur la démocratie et la liberté d'expression en Syrie et dans la région. Sortie vers la lumière est une sculpture sans socle installée directement sur le sol. Elle est composée de 365 mains et doigts en résine qui représentent les jours de l'année. Elle forme une spirale de 3 mètres de diamètre. La spirale commence par des petits bosses rouges qui s'achèvent progressivement vers le centre jusqu'à ce que la main se libère pour apparaître entièrement. Les doigts colorés rappellent l'encre utilisée pour marquer l'empreinte lors du vote. Selon l'artiste, le mouvement de sortie vers le haut désigne la liberté, tandis que les différentes couleurs de doigts symbolisent la pluralité ethnique et nationale. Pour cette construction, l'artiste s'inspire de la ziggoura, qui est un mausolée de forme pyramide, de l'architecture mésopotamine et de la Malouia. Pour l'artiste, pour Abdelkarim Majdalbek, la démocratie est la seule solution parce qu'elle est désirée par le peuple et qu'elle est son rêve refoulé pendant des années. À travers son art, l'artiste dénonce le silence imposé aux citoyens qu'il illustre dans une autre œuvre de cette série. Il s'agit d'une composition de doigts enfermés dans une urne d'élection. Il inspire d'un choc moral et visuel à la fois qui se manifeste dans l'anecdote suivante.
Un jour, dans une institution gouvernementale, il y avait une boîte de réclamation. Elle était hermétiquement fermée. Seule une fenêtre étroite laissait passer les plaintes. La scène était une sorte de comédie noire. C'était la folie absolue, car les réclamations pouvaient être déposées, mais le dispositif prouvait qu'elles ne seraient jamais examinées. Pour conclure, je voudrais rappeler que la présence de la violence, de la destruction et de la fragmentation dans l'art syrien exprime un acte de résistance pacifique. Il exprime aussi une valeur du commentaire contre l'oubli et contre l'effacement de traces. Il porte également la dimension thérapeutique incontestable de la nature de l'art. La fabrication d'images permet de résister face au trauma. Ce choc visuel veut tracer un message ineffaçable. Merci. Les directives ont été respectées à la lettre, n'est-ce pas? Personne n'a dépassé le quart d'heure. Bon. Puisque j'ai un peu de temps, je vais donc revenir à la commande qui m'a été faite de parler des conditions de la production littéraire en Syrie durant ces années Assad, depuis 1970. Aujourd'hui, ce matin, Franck Mermier a rappelé un certain nombre de données fondamentales sur lesquelles je vais revenir sur 2 ou 3 parmi elles très rapidement pour développer d'autres. D'abord, la Syrie est depuis décembre 1962 était sous loi d'urgence. Qu'est-ce que cela veut dire? La loi d'urgence d'abord a été décrétée pour quelques mois, mais quand le Baas a pris le pouvoir en mars 63, il a adopté et l'a prolongé pendant 3 décennies, 4 décennies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de mettre le pays en état de guerre sans avoir nécessairement l'intention de faire la guerre. Mettre le pays en état de guerre, cela signifie qu'on peut arrêter, que les services de renseignement peuvent arrêter les citoyens sans mandat d'arrêt. Ils peuvent rester en prison très longtemps sans jugement, que les services peuvent contrôler les communications téléphoniques, le courrier, etc., etc., et exercer toutes sortes de contrôles sur la société civile. À cela s'est ajouté, sur le plan purement culturel, l'étatisation de la culture en Syrie, qui a commencé d'une manière assez timide, à vrai dire, à travers le ministère de la Culture, fondé du temps de l'unité syro-égyptienne, mais qui a pris des dimensions plus importantes plus tard. Franck a rappelé aussi beaucoup de bonnes réalisations de ce ministère, ce qui est vrai. Mais il faut dire que beaucoup de ces réalisations du ministère ont été elles-mêmes interdites par la censure. C'est-à-dire que le ministère lui-même ne contrôlait pas l'ensemble de sa production. L'organisme du cinéma dépend du ministère. Eh bien, il y a des films qui ont été produits avec un financement du ministère de la Culture et qui ont été interdits, que les Syriens n'ont pas pu voir au cinéma. Il y a des livres qui ont été publiés, des romans qui ont été publiés par le ministère de la Culture et qui ont été censurés. Censurés sur une intervention, soit des services de renseignement, soit parfois d'ailleurs sur des interventions à caractère confessionnel, quand des cheikhs, on a appelé ça la censure sociale. En fait, c'est une censure qui est aussi dangereuse. Et on le sait par ailleurs dans d'autres cas et dans d'autres pays que la Syrie, en Égypte par exemple, qui a fait des ravages. La censure il y a un service spécialisé de la censure qui est au ministère de l'Information.
Mais ce service spécialisé dispatche un peu les œuvres selon leur contenu, ou plutôt selon leur genre. Par exemple, une œuvre littéraire va à l'Union des écrivains. L'Union des écrivains est un organisme qui ressemble un peu à toutes ces unions qui ont été créées par le régime pour quadriller l'ensemble de l'espace politique et social. Comme ça a été rappelé tout à l'heure par Nour, cela commence à l'école primaire par une union, une organisation qui contrôle les enfants dans le primaire, et puis il y en a une autre pour le secondaire, une troisième pour les années universitaires, mais il y a aussi une union pour les paysans, une autre pour les ouvriers, pour les différentes professions libérales, etc. Et bien pour les écrivains, il y avait aussi une union des écrivains qui fonctionnait à la fois comme syndicat jaune pour promouvoir les affidés du régime, d'un côté, mais qui exerçait aussi un rôle de censure sur la production littéraire. Et on connaît quelques exemples qui ont suscité à l'époque beaucoup d'encre dans la presse, pas syrienne, mais libanaise notamment. Cela dit, il y a deux aspects sur lesquels j'aimerais souligner et qui sont souvent occultés. Premier, c'est la relation ambiguë entre une partie importante de l'intelligentsia et le pouvoir bassiste depuis le début. Et cela au nom de différents prétextes qui vont de l'anti-impérialisme du régime, entre guillemets, à l'anti-islamisme et à la laïcité du régime. C'est-à-dire pendant une période, devant surtout la montée des périls, un peu autour de la Syrie, la situation de crise régionale, beaucoup d'intellectuels ont noué une sorte de, non pas d'alliance, mais ont décidé de se taire, si vous voulez, d'une autocensure concernant les pratiques du régime. S'il y a cette autocensure, ce n'était pas seulement par peur de la répression. La peur de la répression était réelle. La Syrie était devenue un pays de la peur et du silence. Mais il y a aussi cet aspect sur lequel il faut analyser un jour. Qu'est-ce qui s'est passé justement dans la tête de beaucoup d'intellectuels syriens durant cette période qui va d'ailleurs de 63 jusqu'à l'an 2000 et qui les a amenés à ne pas s'exprimer sur la répression politique. Certains l'ont fait d'une manière détournée, c'est-à-dire en déplaçant parfois l'action dans le temps ou dans l'espace. L'action ne se passe pas en Syrie, mais en Irak ou en Algérie. L'action ne se passe pas dans les années 80, mais sous l'Empire ottoman. Mais il y a peut-être 4-5 cas, pas plus, d'écrivains qui se sont exprimés d'une manière plus directe, et leurs œuvres, bien entendu, ont été censurées, ne sont pas arrivées à l'ensemble des choses. Deuxième étape, c'est celle qui a commencé par l'an 2000. Après la mort de Hafez al-Assad en juin 2000, il y a un événement important, à mon avis très important sur le plan culturel, c'est la publication du manifeste, dit du manifeste des 99. Parmi ces 99, je crois qu'il y a des gens dans cette salle. Et le manifeste des 99, c'était quoi? C'était des intellectuels qui ont signé une pétition adressée en fait au prochain président Bachar. D'abord, résumant l'ensemble des revendications démocratiques de la population, mais ajoutant aussi quelque chose d'important, parce qu'il y avait la promesse de réformes administratives et économiques, et ils lui disent, Monsieur le Président, ces réformes n'ont aucun sens s'ils ne sont pas accompagnés d'une ouverture politique réelle et d'une démocratisation de l'espace politique en Syrie. C'est après ce manifeste et la prise du pouvoir par Bachar et les 2 ou 3 mois d'expression libre à travers les clubs de discussion qui ont été réprimés ensuite, qu'on a assisté en Syrie à un éveil
disons, sur le plan littéraire. Et plusieurs œuvres ont paru progressivement, à partir de 2003, je crois, on a appelé ce phénomène la littérature contre l'oubli, parce que jusqu'à cette date, une amnésie imposée et une amnésie volontaire faisait qu'on ne revenait pas sur ce qui s'est passé dans les années 80 notamment, c'est-à-dire le massacre de la prison de Palmyre, le massacre de Hama et l'arrestation et la torture dans les prisons de dizaines de milliers de détenus. Là, il y a pour la première fois des gens qui sont revenus sur ces années-là. Une littérature carcérale qui s'est développée plus tard d'une manière formidable. Un retour sur le massacre, par exemple, des événements qui sont passés dans une ville comme Alep. Bon, je pense à un roman, Éloge de la haine, par exemple, de notre ami Khaled Khalifa. Bon. Des romans sur l'évolution, qui touchaient à quelque chose, un tabou, l'évolution de la communauté alaouite en Syrie. Des romans de Samar Yazbek, de Rosé Yassine, Hassan, etc. Bon, je veux dire, il y a eu les gens ont commencé à s'exprimer d'une manière, et puis des romans contre la corruption généralisée dans le pays et qui était fondamentale dans l'économie et dans l'économie politique du système. Ensuite, bien entendu, il y a la révolution, la révolution en mars 2011, et on a assisté depuis à une explosion de la créativité en Syrie à tous les niveaux. Vraiment une explosion à tous les niveaux. On a jamais peut-être, il y a eu autant de films, notamment documentaires. Beaucoup de ces films ont eu un public mondial et ont reçu des prix prestigieux. Parmi les artistes et les écrivains, on parle des écrivains surtout qui ont émigré, qui ont dû s'exiler au Liban, en Jordanie, en Turquie et en Europe, beaucoup étaient déjà connus comme des écrivains et ils ont poursuivi leur travail en exil. D'autres, le phénomène est le nombre extraordinaire de jeunes qui n'avaient jamais écrit auparavant et qui ont commencé à publier dans les pays d'exil, notamment en Allemagne. Bien entendu, toute cette production toute cette production ne peut pas être bonne, ne peut pas être formidable. Et le temps fera décanter cette production. Les dizaines de livres qui ont été publiés, les dizaines de recueils de poèmes, les dizaines de romans, etc., d'ici 2, 3, 4 ans, on verra plus clair en ce qui le concerne. Et de toute façon, pour écrire un roman, on connaît dans les situations révolutionnaires, ce n'est pas la meilleure période pour écrire des romans, on les écrit après. Stendhal a écrit ses romans au 19e, mais il ne les a pas écrits durant les grandes années de la Révolution française. De toute façon, cette nouvelle donne a inscrit la littérature syrienne dans le paysage culturel de beaucoup de pays dans le monde, y compris des pays occidentaux, alors que la littérature syrienne était assez occultée jusque-là dans la plupart de ces pays, et il y a à peine un ou deux noms qui avaient émergé et qui étaient un peu connus. Aujourd'hui, en France par exemple, il y a beaucoup de poètes qui sont là, qui sont dans le paysage culturel du pays, qui sont invités dans toutes les manifestations culturelles importantes, dans les salons du livre, dans les printemps des poètes, etc. Et c'est quelque chose, un apport
extraordinaire, y compris dans les festivals du cinéma, etc. etc. Voilà en quelques mots ce qui s'est passé sur le plan de la littérature. Il y a beaucoup de ces conditions qui sont communes à la production des autres genres, de l'art plastique ou du cinéma, mais il y a des choses qui sont spécifiques à la littérature sur lesquelles j'ai insisté. Voilà, merci. Et si vous voulez, maintenant intervenir, poser des questions à nos amis, on a encore un peu de temps. Oui, bien entendu, si quelqu'un veut poser des questions en arabe, il peut le faire. Hein. Nos amis comprennent l'arabe. Oui, et je vais juste me permettre de faire une remarque. Voilà, je m'appelle Rafif Rifaï, je suis franco-syrienne, bon, artiste peintre aussi et professeur d'art plastique. Bref, c'était pour dire ceci, concernant le nu, dans les écoles de beaux-arts, dans la faculté de beaux-arts de Damas. Si je rebondis là-dessus, c'est parce que je voudrais dire déjà en entrée de jeu que la société syrienne, bien avant le Baas, est une société répressive en ce qui concerne le corps. Et n'importe quel jeune Syrien ou jeune Syrienne en parlera, du fait qu'on n'est pas libre de son corps. Donc ça explique pourquoi, dans la faculté des beaux-arts de Damas, il n'y avait pas de nu. Alors, les professeurs, nos enseignants, donc moi, c'est une faculté que j'ai fréquentée de 69 à 73, puis j'y suis revenue et que j'ai quittée définitivement en 82. Les enseignants étaient très jaloux de préserver justement la liberté de cette faculté parce qu'effectivement, on était différents, puisqu'il n'y a pas d'art sans liberté, hein. Alors, nous avons eu entre guillemets, des nus. Fateh Mdares, il avait amené une dame qui a posé pour nous. Ensuite, il y a eu un couple de mère et fille qui ont posé. C'était jamais nu complètement, hein. C'était pour dire que c'était très, très compliqué pour nous de peindre d'après des modèles. Les modèles étaient tout le temps habillés. Mais ce qui m'a marqué vraiment beaucoup, c'est la souffrance de la maman et de la jeune fille, parce qu'elles ont fini par se déshabiller, mais en gardant quelques effets de lingerie sur elles. Voilà. Nous avions un modèle, et Mohamed, il s'en souvient certainement très bien, un modèle, non, parce que c'était amusant, quoi. Donc, il était très caractéristique, c'était un vieux monsieur, tout décharné, immense. Il a fini par poser nu pour un sculpteur qui a fait tout son projet de diplôme pour lui. C'était comment il s'appelait le... Oui, un sculpteur, il est plus jeune maintenant, bon, comme nous, bon, bref. Donc, oui, l'interdit, il se faufilait bien à l'intérieur de la faculté des beaux-arts de Damas. Et si on vous a raconté qu'il y avait des nus, bon, c'était vraiment très difficile et très compliqué pour en avoir. Voilà. Merci, Rafi. Une autre personne. Alors. Moi, je n'ai pas de questions. Je vous remercie pour tout ce que vous venez de dire. Mais chaque fois qu'on parle de l'histoire littéraire ou de la résistance parmi les intellectuels syriens et qu'on oublie un personnage qui m'est très, très cher, qui est parti, qui est M. Antoun Al-Maqdisi, je ne peux pas m'empêcher à rappeler de son nom et du rôle que ce monsieur a joué pendant que nous étions en Syrie. Nous étions des écrivains inconnus. Il a cru en nous. Il nous a donné beaucoup, beaucoup de courage et de confiance. Il nous a offert sa maison. Il nous a offert des heures, son temps pour dialoguer avec lui. Et ce n'est pas auprès des partis politique de l'opposition en Syrie. C'est chez lui que j'ai entendu la première fois de ma vie le mot citoyenneté, avec tout le concept de la citoyenneté et de cette nécessité de faire attention au programme des enfants au lycée, qu'on fabrique des bombes à retardement dans ce système de basse partie.
Donc juste chaque fois que je suis dans un lieu, j'aimerais bien rendre un hommage et dire salam à son âme qui est partie maintenant. Dans les initiatives qui ont été prises, on avait entendu parler à un moment donné d'un festival de vidéos à Dera. Est-ce que quelqu'un peut nous en parler? Un festival de vidéos prises par les téléphones, pardon. Bon, c'était une des activités, c'est un événement que Sharia, c'est un groupe de travail sur place, un groupe artistique qui s'appelle Sharia, qui a fait un festival énorme parce que ils ont créé un festival qui s'appelle Mobile Festival. Ils ont pu montrer ça dans 40 lieux différents pendant, je pense, 2 ans. Mais depuis maintenant, ils ne font plus. Donc c'est ça, on a des images de ce festival parce que c'est dans les décombres, ils mettaient enrouler les tapis rouges pour se moquer de tout ça, mais en même temps, les gens venaient regarder des films sous les décombres presque. C'est juste pour dire que ça, c'était basé sur une recherche, une théorie que Oussama Mohamed, qui est à côté de moi, a écrit dans un papier. C'était le premier festival avec Prince Klaus, je crois, 2012 ou 2011. Il a parlé de la pixelisation comme un nouveau genre et de l'image parasite comme une image de valeur qui vient avec qui n'a pas nécessairement les mêmes valeurs artistiques classiques. Mahek, صح? Oui, c'est ça. طبعا مزبوط عم تقولوا ألما. بدي نط من الكلمة اللي قالتها ألما لأنه بعتقد بالعرض اللي عم بيصير أو اللي صار ما بدي صادر الجلسة التالية اللي بعتقد ممكن حسان عباسي يحكي عن هذا الموضوع لأنه كان جزء من المكنة أو الميكانيزم المقاوم الفني. مهرجان الموبايل اللي حكت عنه ألما واللي أنا كتبت الورقة تبعه، أنا بدي أرجع لأنه أنا اهتميت بالقيمة الفنية للصورة التي صنعها المجهولون السوريون وليس فقط بالدلالة السياسية أو بالخطاب السياسي. بالنسبة لي العمل الأساسي كان على القيمة الفنية الكامنة في هذه الصورة التي تأتي من الرغبة، من الغرائز، من المخيلة. أكيد في الوقت إياه بحب أرجع كمان عندي شعور بضرورة وضع بعض النقاط على الحروف أو يعني تلوينها قليلا. بعتقد أنه لما بنعمل هذا العرض التاريخي لحركة الفن أو الفنون بسوريا بالعلاقة مع مقاومة نظام ديكتاتوري، بتصور أنه السينما السورية كان إلى دور أكثر تقدما مما يتلى علينا غالبا، وشوي بيصير في هيك تلوين مموه لدور السينما السورية. بعتقد كانت في نبرة متقدمة، كان في موقف سياسي متقدم على السياسي حتى. وبيان 99 يلي هو منجز كتير كبير، هو بشوفه أنا يعني النمو الطبيعي لحركة بدأها السينمائيون السوريون، واللي هي بلشت ببيان أول اسمه ارفعوا أيديكم عن السينما السورية، وتعرضنا لهجوم شرس جدا لمجرد تسميته بيان ولمجرد وجود توقيع جماعية. والذي شهر بنا وطالب يعني بعقابنا هن مثقفون بين قوسين، الأحرى بين 10 أقواس، هن حاليا بيدعوا أنهم مع الثورة السورية. هذه الكارثة الكبرى التي يخترع بها سوريون رقابة جديدة
هي بعتقد تستحق البحث. البيان السوري الأول اللي عملوه السينمائيين السوريين كان ظاهرة اسمه بيان، تلاها 3 بيانات. البيان الثاني عمل خطوة في هجوم شرس ومباشر على الصحافة السورية كوجه للنظام السوري. ثم جاء بيان 99 يلي هو نما مثل ما بيقولوا بالسي في، نما وترعرع في الغرفة السوداء بالمعنى الإيجابي للسوداء، غرفة التحميض للسينمائيين السوريين. من هون طلع بيان 99 وكان عندهم فعلا هي الشجاعة والشعور بالمسؤولية. طبعا حسان كان جزء من هي العملية. أنا بدي أحكي بس نقطة واحدة، الشعور بالمسؤولية اللي انتابنا نحن سواء عمر أو أنا أو الآخرين أو هن مجموعة كبيرة، جاءت من وراء بعض ما حققناه من اعتراف عالمي. لما نحن حققنا اعتراف عالمي بأسمائنا، نحن شعرنا بأنه هي مسؤولية تتطلب علينا أن نقول ما لم نقله بعد بالموضوع السوري السياسي. وهي الحركة أنا برأيي لازم تنصف دائما بمنجزاتها وبأسمائها وبالناس اللي عملوها. هذا الشيء موجود بقلب السينما السورية، بقلب اللغة الفنية للسينما السورية التي لم تقبل يوما أن تكون أداة سياسية بحتة. كان عندها شخصيتها الفنية اللي مغري جدا يشوف الواحد أثر بالأجيال السينمائية الجديدة يلي برأيي عم تعمل خطوة جميلة ومدهشة جدا. وشكرا. Pour encore une intervention ou deux. Je voudrais dire à Cécile, tu as dit, Cécile, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? Des images, etc. Moi, je veux te dire qu'est-ce qu'il nous reste, en tout cas pour moi et pour ce que j'ai entendu autour de moi. Il reste tout le changement fondamental que la révolution syrienne a créé en nous. Et ça, c'est pour toujours. Il n'y a pas un retour en arrière pour ça. Donc, et ce que vous faites, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une partie, c'est la mémoire, c'est notre mémoire, donc c'est notre histoire moderne qui est en train de s'écrire aujourd'hui. Merci. Encore une intervention? Non? Bon, je voudrais dire un dernier mot parce que j'ai oublié d'ajouter un élément extrêmement important aussi durant toutes ces années. C'est que vous remarquerez que l'histoire de ce régime est partie de pair avec ce qu'on a appelé le mouvement de réislamisation en Syrie. Réislamisation qui a eu deux aspects. Un aspect qui était, disons, plus politique, c'était une manipulation malheureuse par le régime de l'islam politique, mais c'était un encouragement à l'islam non politique, à l'islam quiétiste, à l'islam salafiste, etc. Et cela était très important, ce phénomène-là, dans l'inversion, si vous voulez, du courant principal de l'histoire arabe depuis le 19e siècle, depuis les réformes ottomanes et la Nahda, le mouvement de renaissance culturelle au 19e siècle, et qui a inversé ce mouvement vers, au contraire, de la sécularisation. Bon, cela s'est fait sous l'aile du régime quand même, il ne faut pas l'oublier. Bon, et son effet était extrêmement important, en tout cas, pour ce qui me concerne, sur le marché du livre. Parce que le marché du livre en Syrie, comme d'ailleurs dans d'autres pays arabes qui ont connu le même phénomène de mariage entre le despotisme et l'islamisation, bon, et qui est le fait qu'on a assisté à des maisons d'édition islamiques qui ont pullulé partout, et à la domination de la production éditoriale arabe par ce qu'on a appelé le livre islamique. Le livre islamique occupe plus de 80% de la production éditoriale arabe. Bon.
cela est quelque chose c'est quelque chose qui explique un peu aussi une autre forme de répression qui s'est exercée sur les écrivains, qui n'était pas seulement la répression politique de la part du pouvoir, mais aussi une répression de l'ambiance générale régressive, qui a connu une régression importante. Merci beaucoup, et on va laisser la place pour la prochaine table ronde, la 4e, mais je crois que nous avons quelques minutes de pause. Merci.